Jean-Paul II à la synagogue de Rome, une démarche historique bien accueillie par la communauté juive qui demande au pape de reconnaître l'État d'Israël. Offensive diplomatique de la France vers l'Iran, plusieurs messages, dont celui du président de la République et du Premier ministre, évoquent le rétablissement de relations normales avec Téhéran. Réunion de travail ou Conseil des ministres du dimanche, le gouvernement a préparé les applications concrètes de sa politique économique. Sport, Stade 2, deuxième, Sean Kelly, vainqueur de Paris-Roubaix, Coudray sur Honda, vainqueur des 24 heures du Mans moto, et Ayrton Senna sur Lotus Renault, premier du Grand Prix d'Espagne de Formule 1. Aujourd'hui, dimanche 13 avril 1986, les otages français détenus au Liban, Marcel Carton, Marcel Fontaine, Michel Seurat, Jean-Paul Kaufmann, et l'équipe d'Antenne 2, Philippe Rochaud, Georges Janssen, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin, n'ont toujours pas été libérés. Bonsoir. Pour la première fois, le chef de l'Église catholique, le pape Jean-Paul II, faisait aujourd'hui la démarche de se rendre dans une synagogue. C'était à Rome. C'est un premier pas qui rompt avec près de 2000 ans d'histoire, mais le président des Juifs de Rome, tout en saluant l'événement historique de la visite du pape, a demandé à celui-ci de reconnaître Israël et d'établir avec cet État des relations diplomatiques. Commentaire de Jean-Claude Darrigo. 2000 policiers, des services de sécurité renforcés et une foule très nombreuse près du Tibre à Rome pour la première visite historique d'un pape dans un lieu de prière juif. Il a fallu 20 siècles pour que ce geste soit possible, 20 siècles de difficultés, de tragédies, durant lesquelles un christianisme mal compris a fait payer douloureusement aux Juifs de tous les temps la mort du Christ, le Messie des chrétiens. Aujourd'hui, l'heure était à la réconciliation. Les Juifs sont nos frères préférés et, dans un certain sens, nos frères aînés, a souligné Jean-Paul II. Toute forme de discrimination ou pire de persécution les concernant n'a aucune justification théologique, une manière d'exécuter d'une façon définitive les racines de l'antisémitisme. Le président de la communauté juive italienne, après avoir remercié le responsable de l'Église catholique d'avoir posé un acte qui entrera dans l'histoire, l'a incité à abandonner ses réticences à l'égard d'Israël. On sait que le Vatican n'a pas de relations diplomatiques avec l'État juif. L'événement de la rencontre de Jean-Paul II avec le judaïsme romain a été ressenti comme très positif par la plupart des Juifs du monde. Une fausse note, les adeptes de Monseigneur Lefebvre ont considéré la démarche du pape comme inconcevable. C'est leur mot. Les Juifs sont et demeurent des tueurs de Christ, proclamaient des tracts intégristes distribués sur la place Saint-Pierre. Le président François Mitterrand souhaite la normalisation des relations entre la France et l'Iran dans un climat harmonieux digne de ces deux grands pays. C'est l'une des phrases du message adressé par le chef de l'État français à son homologue iranien. En soi, c'est déjà une information importante. Mais elle l'est d'autant plus qu'elle fait suite à des messages du même type signés du président de l'Assemblée nationale, Jacques Chaban-Delmas, du ministre des Affaires étrangères, Jean-Bernard Raymond, et du Premier ministre, Jacques Chirac. À chaque fois, il faut noter, Édouard Laure, que Téhéran donne une grande publicité au message. C'est effectivement par Radio Téhéran que nous avons appris l'envoi de ces messages au plus haut niveau. De même que mercredi dernier, Téhéran avait annoncé l'arrivée de 2 hauts fonctionnaires du Quai d'Orsay. Et si côté iranien, on parle de tout cela, et beaucoup et très ouvertement, c'est bien parce que pour Téhéran, c'est important dans l'optique de sa guerre avec l'Irak. D'ailleurs, à l'occasion, les Iraniens en profitent pour rappeler les 3 conditions qu'ils posent aux Français. L'arrêt du soutien à l'Irak, le remboursement d'un prêt consenti à l'époque du Shah et l'arrêt du soutien aux opposants iraniens. La France en héberge un certain nombre. Paris, en revanche, se montre beaucoup plus discret sur cette négociation. L'objectif serait tout simplement de, entre guillemets, normaliser des relations en profitant du calendrier du changement de gouvernement en France. Mais aussi, avec derrière tout cela, la conscience que c'est l'Iran qui semble tenir quelques clés du côté du Liban, du côté de Beyrouth, où se trouvent toujours quelques 19 otages, dont les 8 Français. Le Premier ministre Jacques Chirac vient d'effectuer une visite d'amitié et de travail, c'est le terme choisi, en Côte d'Ivoire, un aller-retour rapide, 6 heures d'entretien pour saluer le président ivoirien, M. Houphouët-Boigny. Pour M. Chirac, il s'agissait de son premier déplacement à l'étranger depuis sa nomination à la tête du gouvernement. Reportage en Côte d'Ivoire pour Antenne 2 de Jean-Louis Le Sen. Avant le départ de Jacques Chirac de Paris, l'hôtel Matignon avait insisté sur le caractère privé de ce voyage de 7 heures en Côte d'Ivoire.
Outre le fait que le Premier ministre se soit fait accompagner par Michel Aurillac, le ministre de la Coopération, et par Jacques Foccart, son conseiller particulier et spécial aux affaires africaines, du côté ivoirien, on n'avait pas lésiné sur l'accueil officiel et populaire. Depuis plusieurs jours déjà, radio et télévision appelaient la population à aller à l'aéroport de Yamoussoukro, la capitale politique du pays, à 250 km au nord d'Abidjan, pour rendre un hommage appuyé à Jacques Chirac, ce grand ami de la Côte d'Ivoire, fils spirituel du général de Gaulle et de Georges Pompidou. De fait, le chef du gouvernement français a eu droit à un accueil de chef d'État. Près de 5000 personnes à l'aéroport, davantage encore le long de la route. Visiblement, on n'a pas la même conception du voyage privé à Paris et dans le pays du sage de l'Afrique, l'octogénaire Félix Houphouët-Boigny. Mais qu'importe, on était venu parler coopération et surprise Je n'imagine consensus. pas qu'il puisse y avoir de conflit entre le président de la République et le Premier ministre français sur les problèmes de développement et notamment sur les problèmes africains, où nous partageons une conviction commune. Ce que j'espère, c'est que le redressement de notre situation économique nous permettra une aisance financière plus importante et nécessaire si l'on veut donner plus d'ampleur à notre aide de développement. Mais nous n'avons pas de divergence de vue sur ce point. Sans réserve, hier, Jacques Chirac s'est démarqué de la politique suivie par les deux premiers ministres qui l'ont précédé en s'opposant à ce qu'on appelle le saupoudrage. Il vaut mieux aider beaucoup quelques pays que peu beaucoup de pays, a-t-il dit. Et puis on a parlé du Tchad et du colonel Kadhafi. Le président Houphouët-Boigny dit souvent que le but ultime de toute action politique, c'est la paix, par le dialogue et pour le développement. Et moi, je suis toujours favorable au dialogue. Avec la avec tout le monde. Je suis toujours favorable au dialogue, à condition naturellement que ceux avec qui on dialogue acceptent les règles les plus élémentaires du dialogue, c'est-à-dire le respect de l'autre. Et c'est la seule limite que je mets aux possibilités de dialogue. Mais quand il s'agit d'évoluer vers la paix, je suis prêt à dialoguer avec toute personne responsable. Oui, face au colonel Kadhafi, dont le chef du gouvernement français, vous l'aurez noté, ne prononce pas le nom, les États-Unis ont décidé de faire pression sur leurs alliés européens. Le gouvernement américain a envoyé des émissaires dans plusieurs capitales européennes afin de leur faire part des menaces terroristes qui pèsent sur les ressortissants et les intérêts américains à l'étranger. Ainsi, le général Vernon Walters, ambassadeur des États-Unis à l'ONU, s'est rendu à Londres et à Bonn avant d'être reçu à sa demande et à titre personnel, précision donnée par le service du Premier ministre, par M. Chirac, à l'hôtel de ville, il y a un peu plus d'une heure, entretien qui n'est toujours pas terminé. Cette activité diplomatique américaine en Europe est officiellement destinée à éviter une escalade de la crise américano-libyenne, alors que le colonel Kadhafi multiplie ses appels au soutien auprès des pays arabes. Commentaire de Gérard Rinet. Alors que 2 porte-avions américains avec 150 appareils et plus de 20 bâtiments de soutien sont déjà au large des côtes siciliennes, Washington cherche à obtenir le soutien de ses alliés européens en cas d'attaque contre le colonel Kadhafi. Ronald Reagan a donc envoyé sur le vieux continent un homme qui connaît bien l'Europe, le général Vernon Walters, représentant des États-Unis à l'ONU. Sa tournée intervient à un moment clé dans cette nouvelle crise, Washington-Tripoli. Le président américain doit en effet prendre demain une décision définitive sur une nouvelle opération militaire. Demain, également à La Haye, réunion d'urgence des 12 ministres des Affaires étrangères du marché commun, une inquiétude ravivée par l'annonce du colonel Kadhafi que les pays du sud de l'Europe feraient partie du champ de bataille pour Tripoli en cas d'attaque américaine. Pour le moment, les Européens ne poussent pas Washington à une nouvelle opération contre Kadhafi. Bien au contraire, à Londres, Margaret Thatcher a refusé aux Américains les bases britanniques pour faire décoller leurs bombardiers. Et à Bonn, le ministre des Affaires étrangères a appelé à la prudence. Quant à Tripoli, où tout semble calme, le colonel Kadhafi aurait l'intention, pour déjouer une éventuelle attaque américaine, d'installer des Anglais et des Américains dans les camps militaires susceptibles d'être bombardés. Au Liban, les universités et les écoles secondaires de Beyrouth-Ouest observeront demain une grève générale en signe de protestation contre les agressions répétées contre le corps enseignant. Hier, Michel Briand, enseignant français, enlevé pendant 3 jours au Liban avant d'être libéré par les Syriens, arrivait à Paris. Demain, ses collègues de Beyrouth-Ouest, secteur en majorité musulmane, seront protégés par des miliciens.
À Beyrouth, pour Antenne 2, Jean-Marc Sroussi a recueilli le témoignage de quelques-uns de ses enseignants. On a promis une escorte armée à cet enseignant français de Beyrouth-Ouest. L'heure des cours approche, l'escorte est en retard. Il téléphone au QG des miliciens qui doit le prendre en charge. Dans 5 minutes, je peux avoir une escorte avec des hommes armés, s'il vous plaît, parce qu'il était prévu hier qu'on me l'attribue pour 9h30 ce matin. D'accord. Faites vite, j'arrive. D'accord. Vous ne partez pas avec votre voiture personnelle ce matin à votre établissement? Non, nous avons des consignes de l'ambassade, comme quoi on doit se déplacer seulement escorté. Et vous estimez qu'avec cette escorte, vous serez davantage en sécurité? Théoriquement, avec des éléments armés, c'est possible. Une protection, il faudrait 4 ou 5 gardes du corps, 2 voitures blindées, alors c'est pas envisageable du tout. Une protection, ça veut rien dire ici. On est habitué un petit peu, disons, entre les voitures piégées, les rapts, les balles perdues, les ceci, les cela. Je dis pas qu'il ne faut pas faire attention, c'est pas ça, mais enfin il faut surtout vivre, quoi, essayer de vivre. La vie continue. Scepticisme pour les uns, réelle dissuasion pour les autres. Le nouveau dispositif pour la sécurité des enseignants français à Beyrouth prévoit aussi de les regrouper, soit dans des hôtels, soit dans des établissements scolaires gardés. Et puis, par solidarité, les écoles et universités libanaises vont se mettre en grève générale demain. Ce geste se veut plus que symbolique. Le secteur musulman de Beyrouth, non intégriste, est traditionnellement attaché à la qualité de l'enseignement donné par les Français ou les Anglo-Saxons. À peine rentré de Côte d'Ivoire, Jacques Chirac était reçu à l'Elysée par M. Mitterrand ce matin, 1 heure d'entretien, et puis le Premier ministre réunissait à l'hôtel Matignon une sorte de conseil des ministres qui n'en aurait pas le nom. Ce n'était qu'une réunion de travail, a dit M. Chirac en sortant. En fait, le gouvernement mettait la dernière main aux orientations économiques, à ce qu'on appelle le collectif budgétaire, qui devrait être arrêté mercredi prochain. Après la décision d'évaluation, après le discours programme devant l'Assemblée, on devrait connaître, Philippe, les mesures plus concrètes de ce collectif. Oui, c'est le 3e pilier. Et pour simplifier, on peut dire que le gouvernement s'est penché sur 4 grands dossiers. 1. Faut-il ou non augmenter davantage le prix de l'essence, qui va déjà s'accroître de 17 centimes mardi prochain, ce qui avait été prévu par le précédent gouvernement. 2. Faut-il rétablir ou non le 1% de cotisation pour financer la sécurité sociale? 3. Où trouver 10 milliards d'économies supplémentaires? 4. Comment faire face à certaines mauvaises surprises, comme par exemple se procurer les milliards qui manquent si l'on veut empêcher que la cotisation des entreprises au titre de la taxe professionnelle ne fasse un bond spectaculaire en avant cette année. Ce matin, le gouvernement était en fait à la recherche non seulement de gros sous, mais aussi d'une autre philosophie en matière de dépenses. Ainsi, il y a quelques jours, dans l'entourage du Premier ministre, on disait que l'on n'était pas sûr de rétablir le 1%, car on a pris l'habitude, dit-on, de dépenser d'abord et de financer ensuite, et qu'il faut interrompre et renverser ce phénomène. Dans les mesures étudiées, qui seront arrêtées dans les 2 jours qui viennent, il y aura des coupes sévères dans les dépenses des administrations. On parlait même ces jours-ci de l'éventualité de supprimer, purement et simplement, certaines administrations, comme celles qui distribuent certaines aides publiques de l'État, car dans le même temps, ces aides aux entreprises notamment vont être diminuées. Après la libération des prix, d'autres services du ministère des Finances pourraient disparaître. L'embauche de fonctionnaires remplaçant ceux qui partent à leur retraite va être encore restreinte. Certains grands travaux, notamment l'aménagement musée de l'ancien ministère des Finances, dans le Palais du Louvre ou bien l'Opéra de la Bastille, pourraient être abandonnés. On s'en doute, la mise au point de ce collectif est particulièrement difficile politiquement. C'est la raison de ce véritable conseil de guerre d'un gouvernement qui aimerait bien changer les habitudes financières de l'État. Ce soir, le gouvernement israélien se réunit pour tenter de régler le conflit opposant étonnamment le Premier ministre, M. Shimon Peres, au ministre des Finances, M. Modaï. Celui-ci lui avait reproché son incompétence et ses absences à l'étranger. M. Modaï pourrait être limogé, mais ce serait alors l'éclatement de la coalition gouvernementale israélienne. En Afrique du Sud, où le poète Breton Breitenbach est de retour après 4 ans d'exil, de nouvelles manifestations ont eu lieu à l'occasion du funérailles d'une jeune fille tuée près de Soweto, le ghetto noir de Johannesburg. Lors de ces funérailles, Winnie Mandela a dit sa conviction que la fin de l'apartheid était proche. Nous n'avons pas d'armes, juste des pierres et des boîtes d'allumettes, a dit Winnie Mandela, que l'on voit ici. Mais cette année marquera la phase finale de notre lutte. Le dossier des États-Unis sur les activités de Kurt Waldheim sera examiné demain en Israël. À l'origine de ces accusations, rappelez-vous, la presse yougoslave et les autorités de Zagreb.
Demain, dans cette ville, la justice yougoslave ouvrira le procès de Andreja Artuković, un vieil homme accusé du massacre de plusieurs centaines de femmes et d'enfants pendant la guerre. Sur des images reçues ce jour en provenance de Yougoslavie, voici le commentaire de Thierry Calmette. Des caméras de télévision surveillent sans arrêt Andreja Artuković, celui que l'on surnomme le boucher des Balkans, arpente inlassablement sa cage de luxe. Son procès s'ouvre demain à Zagreb. Ce Yougoslave de 86 ans a au moins 700 000 morts sur la conscience. C'est un des plus grands criminels de guerre encore vivants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, Artuković fut le ministre de l'Intérieur puis de la Justice de l'État de Croatie, fondé en 1941 par Hitler. On les voit ici tous les deux. L'acte d'accusation fait 35 pages, massacre de partisans, génocide. Ce régime pro-nazi a été l'un des plus sanglants de la période 41-44. Artuković a été extradé des États-Unis en février dernier. Pendant 37 ans, il a vécu paisiblement, installé comme comptable près de Los Angeles. Ses avocats le déclarent sénile, mais son état de santé mentale réel demeure un mystère. Des précautions exceptionnelles ont été prises dans le palais de justice de Zagreb. 130 personnes seulement seront admises aux audiences du procès par mesure de sécurité. Lors de ses premières dépositions, Andreja Artuković n'a manifesté aucun repentir et prétend n'avoir tué personne. Il risque théoriquement la peine de mort, mais en Yougoslavie, aucun condamné à mort de plus de 70 ans n'a jamais été exécuté. La police italienne a en définitive procédé à l'arrestation d'une dizaine de personnes dans l'affaire des vins frelatés au méthanol. Une dizaine d'arrestations pour une vingtaine de morts et des conséquences très graves pour l'industrie viticole italienne, au point que les ambassades d'Italie en Europe ont été chargées de plaider le dossier des bons vins italiens. Reportage en Italie, au Piémont plus exactement, de Françoise Champet et Pascal Stelletta. Le rendez-vous hebdomadaire à la Bourse des vins du Piémont. Depuis le début du scandale, ces hommes, producteurs ou représentants, se sont humiliés. Le vin est devenu poison et de partout, on les montre du doigt. Le marché est paralysé, les exportations bloquées et il ne leur reste plus qu'à attendre et à espérer le retour de la confiance. Le vin bon italien doit coûter ce qu'il doit coûter. Le vin qui était avant, le vin au méthanol coûtait trop bas et vous avez eu les conséquences de ce prix. Le vin de table italien a en effet atteint un prix dérisoire depuis qu'en 1984, le gouvernement italien a supprimé la taxe sur l'alcool méthylique. Une aubaine pour des entreprises vinicoles à l'affût du moindre profit, le méthanol devient 4 fois moins cher que le sucre. Le plus urgent aujourd'hui, les analyses en laboratoire, mais l'Italie manque de chimistes et de spécialistes du vin, alors tout le monde travaille 15 heures par jour pour tenter d'enrayer la crise du vin assassin. Les diplomates italiens, eux, mènent campagne dans toutes les capitales à travers le monde. Il faut rassurer les importateurs, tenter de rétablir la confiance. Les petites entreprises vinicoles d'appellation contrôlée n'ont pas encore ressenti les effets de la crise, elles comptent surtout sur leur réputation. Le consommateur va s'orienter sur des vins de meilleure qualité, des vins plus sûrs. Pour nous, les viticulteurs, cela veut dire un marché plus vaste. Rétablir l'image du vin italien, punir les coupables et instaurer des contrôles systématiques, les Italiens sont pour et se serrent les coudes. Ce sont 4 ou 5 délinquants, des escrocs qui ont essayé de s'enrichir. Ils ont sali le nom de l'Italie et c'est injuste. Les trafiquants ont été arrêtés. Et ici, dans le Piémont, on veut à tout prix oublier l'humiliation du vin poison. Sport, stade de deuxième, on commence par le cyclisme et la classique Paris-Roubaix, des petits pavés tout peints. C'était assez joli cette fin de parcours. C'était beau et il y avait beaucoup de travail. Moi je vous propose, Claude, un titre style western. Bon, la revanche de Kelly l'implacable. Ah, c'est Kelly qui a gagné. Kelly a gagné, déjà vainqueur en 84, Kelly supérieur à tous les coureurs depuis le début de saison, Kelly dominateur encore aujourd'hui, mais Kelly piégé au sprint la semaine dernière à l'arrivée du Tour des Flandres par un petit jeune, Adrie van der Poel. Alors aujourd'hui,
À quelques kilomètres de l'arrivée, ils sont encore ensemble. Kelly dit à Van Der Poel, dimanche dernier, tu m'as battu, mais je t'ai emmené jusqu'au bout. Alors aujourd'hui, à ton tour de m'aider. Moralité, Kelly aujourd'hui a gagné. La course, Alain Verdon. L'épreuve de vérité, c'est là, sur les premiers pavés. Kilomètre 134, il faut passer en tête. Heureusement, c'est sec. Alors, on roule vite, très vite. Trop vite peut-être lorsque le boyau se rétrécit. Une chute grave, c'est celle du nordiste, Bruno Vostinek. Vostinek chute, mais le peloton passe. Un ouf de soulagement, c'est Bondu qui respire. Les chutes, scène classique de Paris-Roubaix, drame répété pour les coureurs, projetés à terre en plein effort. Il faut repartir encore plus fatigué. Enfin, le morceau de bravoure, la tranchée de Waller-Sarambert, à gauche et à droite la forêt, et des coureurs au milieu qui essaient de s'échapper. Il reste encore 100 km. 100 km et des milliers de pavés, pavés assassins pour le guidon de Gilbert Duclos-Lassalle. Faut être complet, faut être très fort, faut surtout bien frotter. Et puis, c'est l'enfer, quoi. Des coups de pédale, lents, fatigués. Ce sera une autre course, il y aurait beaucoup de monde à la maison, hein, déjà. Roubaix est proche, mais les obstacles s'accumulent toujours. Paris-Roubaix s'est encore nourri des efforts de plus de 200 coureurs, vidés de leur force. Les pavés ont encore fait la légende, mais ils étaient sur leur 31. La beauté rejoint toujours la performance, comme celle de l'indestructible Sean Kelly, l'Irlandais, vainqueur facile au sprint de ce 84e Paris-Roubaix. Plus, victoire de Jérôme Simon. Tennis, championnat WCT à Dallas. La finale ce soir oppose Boris Becker, vainqueur d'Edberg, à Anders Jarrid, vainqueur de Wilander. Tennis de table, Prague, championnat d'Europe, victoire chez les dames de la hongroise Bad Dorfi, victoire chez les hommes de Persson. Non, il y a bien un vainqueur, mais il s'appelle Persson, il s'appelle Jorgen Persson, il a battu le Polonais Kucharski. Équitation, finale de la Coupe du Monde de saut d'obstacle à Göteborg, échec des Européens et de Pierre Durand en particulier avec son petit javelot. Ils sont 11e seulement, victoire de l'Américaine Leslie Burr Lenehan. Et pour le Grand Prix d'Espagne Formule 1, il y a eu pas mal de casses quand même au cours de ce les deux sur un Ligiers, circuit difficile. Les deux Ligiers éliminés, la voiture de Piquet aussi qui a pris feu, le moteur a pris feu. Mais si Claude, je vous demande ce que c'est que ça. Je dis c'est une belle truite, compliment. Non, c'est la 95 cm, eh bien c'est Oui. la différence qu'il y avait à l'arrivée entre Senna et Mansell. C'est vraiment juste. 95 cm après Ça fait quoi, ça 303 fait km de course. 14 centièmes de seconde, ou chose comme ça. Oui, non, à peu près, c'est-à-dire un pneu après donc 303 km de course entre Senna qui gagne et Mansell qui est deuxième, Prost est troisième. Le résumé de la course au volant, Jean Mamère. L'image de ce Grand Prix, c'est sans aucun doute l'arrivée au finish entre Mansell et Senna et la victoire de Senna pour 14 millièmes de seconde seulement sur la ligne d'arrivée. Un sprint qui aura en fait duré 33 tours, soit pratiquement la moitié de la course. Tout commence lorsque Mansell dépasse au prix d'une belle manœuvre Ayrton Senna, leader depuis le départ. Senna alors se déchaîne et harcèle Mansell dans tous les virages. Il se rattrape in extremis lors d'une attaque en bout de ligne droite au prix d'un freinage limite. Il manque commettre l'irréparable un tour plus tard, mais Senna est un diable et il parvient à ses fins en exploitant une petite erreur de Mansell dans un virage, erreur dont profite également Alain Prost. Senna premier, Prost deuxième et Mansell troisième, l'on croit la course terminée. Mais Mansell s'arrête à 10 tours de la fin pour changer de pneumatique, une manœuvre intéressante qui lui permet de revenir sur Prost en moins de 5 tours. Après 2 tentatives, Mansell finit par le passer et il fond dans le dernier tour sur Ayrton Senna. Les derniers hectomètres sont particulièrement tendus, mais le Brésilien conserve l'avantage sur la ligne droite. Senna premier, Mansell deuxième, Alain Prost troisième, le championnat du monde est relancé. Au niveau compétitivité des voitures sur les circuits rapides, ça devrait se jouer plus souvent entre Williams et McLaren, et je pense un petit peu en retrait Lotus. Par contre, il y a quand même pas mal de circuits serrés comme Monaco, Détroit,
où Senna et la Lotus vont certainement pouvoir gagner les courses. Senna l'emporte devant Mansell à 14 millième, Prost est 3e, Rosberg 4e à un tour. Au championnat du monde, Senna est leader désormais avec 15 points, devant Piquet 9 points et Mansell 6 points. Ça promet. Donc c'est tout pour l'automobile. Encore un télégramme qui nous vient de Silverstone en Angleterre, en Formule 3000 cette fois avec une victoire française. Pascal Fabre sur Lola a gagné. Malheureusement le Français Delestre a été blessé aux jambes. En motocross, épreuve du championnat du monde des 250, victoire au Grand Prix d'Autriche du Français Jackie Vimont. Et puis en moto surtout, 24 heures du Mans moto. Exact, qui compte pour le championnat du monde d'endurance, doublé Honda avec une victoire de Coudray, Igoa et Vieira. Patrick Montel était au guidon. L'envahissement traditionnel du circuit pour saluer la victoire de la Honda numéro 1, la victoire de l'expérience. Je crois que l'équipe Honda n'a plus rien à apprendre de l'endurance et qu'aujourd'hui ils sont au top. Au top, effectivement, les Honda en tête dès la 5e heure de course. Derrière la numéro 1, championne du monde en titre, Boll et Battistini assurent le doublé. Méritoire, d'autant plus que le 3e pilote, Dominique Sarron, a dû déclarer forfait sur blessure juste avant le départ. Un show Honda tout juste contrarié dès les premières heures par le départ spectacle offert par Christian Sarron. Mais 2 chutes successives relèguent la Yamaha d'usine à la 5e place, très loin des premiers. Et ce sont finalement les Suzuki qui ont pu prolonger le suspense jusqu'au petit matin. La machine numéro 3 d'Hervé Moineau a longtemps espéré la 2e place avant de céder sur la fin. Bien, d'autres petites choses avant de passer au tiercé. Oui, handball au tournoi des capitales à Bercy. Copenhague a gagné le tournoi en battant Alger en finale 21-20. Greg Norman, l'Australien, a pris la tête du Masters disputé sur le parcours d'Augusta aux États-Unis. En Italie, une fin de championnat de football à suspense, puisqu'aujourd'hui, à 2 journées de la fin, l'AS Roma a rejoint la Juventus en tête du championnat d'Italie. Rome a gagné 4-2 à Pise, alors que la Juve a fait match nul contre la Sampdoria de Gênes à 2 journées de la fin. 2 journées. Et puis en France, donc, les pré-barrages en 2e division vont opposer Alès à Guingamp et Mulhouse à Lyon. C'est terminé. Il faut signaler aussi que Rouen descend en 3e division. C'est quand même une descente très rapide avec en un an. Sedan et Lorient, le Red Star, Chaumont et Grenoble. Merci. On voit le tiercé, les résultats du tiercé aujourd'hui qui se disputaient à Longchamp. Vous allez voir les rapports et s'inscrire l'ordre d'arrivée de 14-4. Les rapports dans l'ordre, ça donne 494 francs 50 et dans un ordre différent, 97 francs 50. Non, je crois que nous avons oublié quelque chose. Gérard, je sais que vous avez l'habitude d'intervenir en direct. Vous allez voir avec moi un document qu'on me signale qui arrive du RSS, oui. Un document de championnat. Vous allez voir, on va voir les images. Je suppose que vous êtes très capable de le deviner. Championnat du monde de danse acrobatique? Non, de rock. De rock'n'roll. Ah, de rock'n'roll, voilà, j'aime bien. Ce sont les champions du RSS de rock'n'roll. Regardez ça. In the Mood, Glenn Miller, la musique. C'était pas tout à fait du rock'n'roll, c'était plutôt du swing, mais enfin. Voilà, c'était un petit cadeau qu'on voulait vous faire. Et puis maintenant, on va passer à la météo avec Laurent Boussier. Et oui, et demain, ça va aller doucement plus doux. Il faut dire que l'on revient de loin, puisque hier encore, des records de froid ont été battus. Un exemple, 5 degrés seulement à Carcassonne. C'est la température la plus froide pour un 12 avril depuis 1948. C'est vous dire. Alors demain, ça va un petit peu mieux. On regarde la photo satellite. Il y avait encore des nuages sur la France, mais il y en avait déjà un petit peu moins sur l'Atlantique. Et comme toujours, nous sommes toujours dans un flux d'ouest, eh bien, ce temps un peu moins nuageux va se retrouver demain sur la France. Résultat, évidemment, un petit peu moins de nuages sur la carte du temps prévu. Avec quand même un ciel légèrement nuageux et quelques averses sur la majeure partie du pays, des nuages un peu plus nombreux sur les côtes de la Manche et sur l'Est, mais déjà du quasiment beau temps de l'Aquitaine au Massif central et à la Franche-Comté, oui, alors que sur les Pyrénées et la Méditerranée et la Corse, c'est déjà du beau temps. Une bonne nouvelle n'allant jamais seule. Les températures sont aussi en hausse. De 8 degrés dans l'Est, effectivement, il ferait encore un petit peu froid jusqu'à 12 degrés sur la moitié nord, 11 degrés à Paris. Et de 13 degrés, mais jusqu'à 16 degrés sur la moitié sud. Vous voyez, 16 degrés de Biarritz à Perpignan, à Marseille et en Corse. Pas de problème, tout va bien. Demain, eh bien demain, ce sera le lundi 14 avril qui arrive d'une seconde à l'autre. Le soleil se lèvera à 7h04. Voilà, se couchera à 18h39. 4 minutes de soleil en plus et nous fêterons les Maxims. Donc, bien, bon, Maxims. Alors, sur le kiosque traditionnel du dimanche soir, vous signalez ce magazine qui vient de paraître, qui s'appelle Tribune musulmane. Vérité, équité, solidarité, c'est juste sur le titre de Tribune musulmane.
Un guide annuel, guide Hubert des restaurants, c'est pour tous ceux qui adorent la région sud-ouest, Bordeaux et Toulouse. Il y a pas mal de sportifs, notamment des rugbyman dans cette région-là. Merci, et puis les autos mini, la revue des collectionneurs de miniatures, ça c'est pour Julien. Merci. Voilà, et puis vous aviez autre chose, Gérard. Oui, j'ai une petite chose qui est tout à fait amusante, c'est un fascicule, c'est l'histoire illustrée des sports et d'éducation physique en Algérie de 1946 à 62, c'est-à-dire Algérie française, juste avant l'indépendance, de Louis Sigala. Alors pour tous les pieds noirs, et bien là-dedans, dites-moi, il y a des images, il y a des photos, il y a des résultats, vraiment ils vont intéresser tout le monde. C'est beau comme là-bas. C'est beau comme là-bas. Merci. Le dernier journal vous sera présenté par Bernard Pradino à 23h20. Demain, 6h45 Télématin, 12h45 vous retrouverez Noël ma mère. Et puis à 20h demain. Bonsoir. Merci.